Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Et salut à tous, on est hyper content de vous retrouver sur ce nouvel épisode des causeries de Jérôme et Mathieu avec un son de qualité, avec Jérôme qui est là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a essayé de faire des efforts sur notre son parce qu'on a remarqué avec Mathieu qu'on avait un son qui était pathétique. Pourtant, on avait acheté des micros, mais on est juste très mauvais en son. Oh, on est des gros débiles, en fait, il fallait cliquer sur un bouton, quoi. On a fait un petit point avec mon frère et bon, il y avait des petits paramètres à faire et puis après il y avait un petit bouton à cocher pour que le micro soit bien actionné pour l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà, normalement le son devrait être meilleur. Non, mais n'hésitez pas à nous faire un retour. Il faut dire que le système, enfin le logiciel, c'est un truc à la con, c'est-à-dire que ça te met par défaut que le micro est sélectionné, mais si tu cliques par défaut, ça applique pas la qualité du micro. Il faut juste cliquer en dessous de par défaut sur le micro directement. C'est un peu complètement con comme truc. C'est un peu bête, mais bon, bref. Normalement, on a fait des tests, on a fait des essais. Là, ça fait un petit moment qu'on est dessus là ce matin pour s'assurer qu'on vous délivre du bon son. Donc, normalement, le son est meilleur. Vous nous ferez un retour si vraiment vous voyez que le son n'est pas encore vraiment optimal et qu'il y a des choses à améliorer ou que c'est bien mieux qu'avant. Dites-le nous dans les commentaires. Au moins, ça nous permettra de nous rendre compte de ça. Ouais. Voilà, donc on s'en excuse 1000 fois du son des derniers podcasts parce que moi, j'ai eu des remarques comme quoi dans la voiture, on ne nous entendait pas très bien. Suivant la voiture qu'on a, si on n'a pas tous des voitures électriques qui font pas de bruit, ça peut vite être... excuse-nous, hein. On n'est pas tous riches. Par contre, j'ai l'impression quand tu parles par moment, ça sature peut-être un peu ou faut pas parler trop fort dans le micro, je pense. Ouais, je fais attention. Tu vois, quand les petites barres touchent sur les côtés, là, c'est pas bon. Ah, mais tu vois rien que la différence des barres, là, ça n'a rien à voir avec avant. Bah oui, parce que moi, je les voyais à peine, les miennes. Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir. Donc voilà, écoutez, parfait. Merci à vous. On espère que ça sera mieux et on s'en excuse encore une fois. On espère que le dernier podcast vous a plu. On a eu pas mal de retours dessus concernant le financement et le courtage avec Laurent Jourda. Avec Laurent Jourda, il y a maman qui appelle Mathieu. Voilà, on en parlait juste avant, on disait que ça allait arriver. Ouais, le dernier podcast avec Laurent, on a eu pas mal de retours positifs. C'est vrai que c'est toujours intéressant nous, on a fait beaucoup de théorie jusqu'à présent, et là d'avoir quelqu'un un peu plus dans le cœur de l'activité, du moins dans la demande de financement, parce que nous on est dans l'immobilier mais pas dans le courtage. Voilà, c'est d'avoir un retour de lui qui est directement du terrain, savoir les taux actuels, la tendance actuelle et comment essayer de monter vos dossiers. Donc c'était un super podcast, moi j'ai bien aimé. Ouais, et moi aussi j'ai trouvé ça hyper intéressant et il m'a un peu réconcilié avec les courtiers. Parce que j'avais vraiment eu une sale expérience pour mon premier financement avec un courtier et j'avoue que je restais un peu sur ma faim. Même si après j'en ai eu un autre qui était pas mal. Mais là, il m'a donné envie de tout filer à un courtier et de rien faire. Tu vois. Bon, je ne recommanderais pas de le faire, mais il faut avoir un courtier dans l'équipe, c'est quand même pas mal. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est avoir le bon interlocuteur en face de toi. Si tu as un courtier qui est calé sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, il va savoir mettre les choses en place pour faire passer ton dossier. Mais si tu as un courtier qui s'est levé un matin et qui s'est dit il y a moyen de faire de l'argent parce que tu prends un pourcentage du montant du crédit, mais qu'il n'y connaît rien, il ne sait pas faire des montages pour avoir un financement, clairement, moi j'ai eu des courtiers, les mecs ils y connaissaient largement moins que moi. Donc à partir de ce moment-là, tu sais très bien qu'ils ne vont pas pouvoir t'aider. Il faut se trouver un courtier qui fait l'investissement, quoi. Ouais, voilà. Donc Laurent est très bien, hein. Moi je le dis, moi je le connais très bien, c'est un pote à moi maintenant. On se connaît très bien, il est calé dans l'investissement, donc il pourra vous aider aussi dans l'investissement si besoin. Et c'est un gars hyper gentil, hyper abordable et vachement disponible. Donc n'hésitez pas à le contacter. La moindre demande de financement, il est plus dans le secteur sud-ouest, Gers,
Lot-et-Garonne, il est plus vers là-bas quand même. C'est un peu compliqué. Si jamais vous êtes à l'autre bout de la France, il vous enverra vers un autre interlocuteur. Mais je pense qu'ils sont aussi très bien, hein. S'il vous envoie vers quelqu'un, c'est que c'est une personne fiable. Donc ouais, c'est un gars comme Laurent. Je sais que moi, il y a pas mal de demandes maintenant de financement où je passe par lui. On va en parler aujourd'hui et on vous expliquera un peu le sujet du jour, mais parce que ça nous permet aussi de garder du temps pour autre chose, nous, de notre côté. Ouais, et c'était cool d'avoir un invité. Et il y en a d'autres qui vont venir après, Oui. si on Ouais. s'organise peut-être un peu mieux. On a failli avoir un invité ce matin, mais qui était courtier aussi, donc c'était un peu dommage de faire les deux courtiers à la suite. Il viendra plus tard. Non, on va avoir sûrement un marchand de biens qui devrait venir, sûrement une architecte d'intérieur. Enfin, voilà, ça a été validé, mais il faut juste qu'on fixe les dates. On va avoir aussi une société qui travaille dans les subventions immobilières, qui peut être un bon effet levier pour vous aider à financer vos projets. Et c'est un investissement différent, donc ça peut être très très bien aussi avec lui. Ensuite, peut-être notaire, comptable, etc. Donc, ça va venir petit à petit, soyez patients. Juste, en plus, on est en période estivale, donc il y a certains, soit ils partent en vacances, soit c'est un peu le rush avant de partir en vacances. Donc, on va essayer, nous, de combler pendant ce temps, parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à vous dire. Et puis ensuite, on aura des invités. Du coup, voilà, pour faire un petit aparté sur le dernier podcast, pour l'actualité du jour, on peut en parler. L'actualité du moment. Alors, si vous n'êtes pas branché sur le réseau des investisseurs, vous n'avez peut-être pas vu l'info. Oh là, la familia. Voilà, on va sur les chantiers. Il y a un mec qui s'appelle. Bon, on va pas faire du shaming en public, on s'en branle, mais il y a quelques leçons à retenir. Mais pour que vous ayez l'histoire, il y a un gars qui s'appelle. C'est Broussard, c'est quand Emmanuel ou. Michel Broussard, Miguel Broussardo, Ouais, voilà, Miguel Broussard, qui a créé la boîte de travaux parfaite pour les investisseurs, qui peut faire des devis en 48 heures, qui intervient sur toute la France, à des tarifs plutôt corrects, qui comprend tout le monde et qui en fait était un charlatan notoire. Et là, c'est en train un peu de tomber le truc. Alors nous, on en parlait déjà, je sais plus comment, mais toi, tu étais un peu au courant du fait que... Ouais, j'étais un peu au courant, mais on en avait parlé parce que qui c'est qui m'en a parlé? Hier, j'étais avec quelqu'un sur la côte, là, sur un des projets qu'on est en train de finir. Et justement, il me disait, ouais, il écoute nos podcasts. Il m'a dit, ouais, c'est marrant parce que vous en avez parlé il n'y a pas si longtemps que ça en disant de faire attention aux entreprises, et dont une entreprise, on n'avait pas donné le nom parce que, Alors, en c'est fait, moi, marrant j'ai parce jamais qu'on pensait pas à travaillé avec eux. Broussard à ce moment-là Non. en plus. Non, mais c'est un peu le même, quoi. C'est un peu le même. Ils ont peut-être travaillé ensemble à un moment. Ouais, ils ont peut-être travaillé ensemble, il y a des grandes chances. Donc c'est pour ça que on en avait parlé, on veut pas donner de nom parce que voilà, c'est pas notre rôle. Et puis nous, on est là pour vous donner un peu notre point de vue et notre expérience, mais on n'est pas là pour donner des noms et casser du sucre sur les dos des gens comme ça, on va dire gratuitement. Mais là, par contre, la société Broussard, moi j'avais des échos, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Donc à partir du moment où je travaille pas avec une personne, je peux pas donner mon avis. Déjà, je peux pas. Quand je conseille une personne, c'est que j'ai déjà essayé une personne. Et quand je la connais pas, tout simplement, je ne dis rien en fait. Ouais, Je rapporte un peu les échos que j'ai, c'est tout. Moi, voilà. Après, tu en fais ta propre idée. Mais voilà, c'est les échos qu'on avait. Donc faites attention un peu sur cette partie travaux. On en avait pas mal parlé. Et alors, du coup, pour que vous compreniez bien l'histoire, le gars a lancé des chantiers absolument partout en France, s'est approché de beaucoup de formateurs immobiliers pour proposer des recommandations en disant si vous me recommandez que j'ai un chantier, je vous file 10% du chiffre d'affaires du chantier. Donc, c'est quand même des belles commissions. D'ailleurs, en disant ça, hein, l'apport d'affaires n'a rien de choquant. Ça se fait tout le temps. Ils le disent depuis X années. Hein. Et même moi, autour de moi, j'ai des potes artisans qui me disent si tu m'envoies un chantier, je te file 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles en fonction du chantier et tout. Donc ça, pour le coup, il n'y a rien de choquant. Mais le gars, il a lancé des chantiers absolument partout en France. Et là où c'est devenu malsain, c'est que, d'une malfaçon, chantier pourri et pression psychologique sur les gens pour avoir des acomptes versés en démesure du chantier. Hein. Pour rappel, à l'ouverture d'un chantier, on verse à peu près 20-30% d'acompte et on verse ensuite petit à petit en fonction des travaux réalisés. Et là, par exemple, quand on regarde les témoignages, il y a un gars qui a versé 400 000 balles d'acompte, soit, je crois, 90% du chantier. 90, ouais. Il n'y a rien qui a été fait encore. Donc, vous imaginez les gens, 400 000 balles de moins, un chantier qui n'est pas fait, avec, en plus, si on regarde les autres témoignages qui ont été partagés, il y a des mecs qui ont versé des acomptes démesurés et le travail qui a été fait doit être refait. Donc, c'est double peine, quoi. Ils ont perdu 100 000 balles, ils doivent enfin bon, bref, c'est l'enfer. Et c'est ça... C'est ça qui est compliqué avec ce genre d'entreprise, et il faut faire attention parce que
Moi, ce que je comprends pas, d'une part, il y a deux choses que je comprends pas. C'est que, première chose, tu as on va dire, entre guillemets, des coachs immobiliers qui ont conseillé cette entreprise-là sans pour autant l'avoir testée en amont. Donc ça, je comprends pas déjà, d'une part. Et d'autre chose, je comprends pas qu'un coach puisse se faire berner comme ça par une personne comme ça. En fait, le gars, on sait très bien qu'avant, il n'était pas du tout dans l'immobilier, dans les travaux. Il tenait des salles de sport, il tenait des salles de muscu Keep Cool, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il n'y a que des débiles dans les salles de sport, hein. Regarde nous deux, là, on fait plus Ouais, de sport qu'autre chose, on est un peu plus cons, Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire, voilà, nous on n'est pas là pour le casser encore plus que ça en est, parce que je pense qu'il peut plus aller plus bas que là il en est. Et là, je pense que c'est très compliqué pour lui. Mais faites attention, et quand on vous demande des acomptes, première chose, un acompte de 20 à 30%, oui, mais supérieur à 30%, non, clairement non. Si l'entreprise vous demande plus, c'est clairement qu'elle vit avec les acomptes et qu'elle paye ses chantiers avec les acomptes. À partir du moment où une entreprise commence à taper dans le compte des acomptes pour finir les chantiers, c'est que clairement, il y a un gros souci, de financement et de comptabilité dans la société. J'en parlais avec un artisan hier ou avant-hier, je sais plus, parce qu'on a un petit souci sur un chantier, mais bon, ça va se résoudre à l'amiable, parce c'est des artisans très corrects, donc voilà, ça va très bien se résoudre, et on en parlait. Et il me disait que théoriquement, une entreprise travaux a un compte séquestre sur lequel elle va déposer les acomptes, et du coup, elle ne touche pas à ses acomptes. Et à partir de... Ouais. Théoriquement. En théorie. Théoriquement. Mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises, une fois qu'elles ont un trou sur un chantier où elles ont mal budgétisé, elles ont prévu tant de travaux, et il y en a pour beaucoup plus, ben, ils vont taper dans la compte. Et à partir du moment où tu tapes dans la compte, eh ben, ton acompte, il est plus disponible. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'argent. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'un nouveau chantier pour réapprovisionner tes chantiers. Et là, du coup, on appelle ça la cavalerie. Donc, en fait, ça s'arrête plus. En fait. Ça continue. C'est un cercle très vicieux parce que tu as besoin toujours d'un nouveau chantier pour finir le chantier précédent. Donc, en fait, tu as toujours besoin d'argent complémentaire. Tu as un con à la fin qui paye le chantier des autres, quoi. Exactement. Et moi, c'est le cas qu'il y a eu sur le chantier que j'ai eu moi sur la côte, où je sais qu'un des agents immobiliers voulait prendre la même entreprise que moi. C'était un très gros chantier travaux. Voilà, j'ai prévenu l'agence comme quoi, attention, moi j'ai eu pas mal de problèmes. Voilà, je vous alerte juste, vous en faites. Ils les ont pris? Non, ils voulaient les prendre. Ah, Ils allaient signer le devis, sauf que moi, ce que je disais. C'est chaud quand même. Ah ouais, mais c'était un très gros chantier, un chantier à 350 000 euros. Moi, ce que moi j'en pensais, c'est que pour moi, ça allait être le chantier de trop qui allait être au bout de la chaîne, en fait, qui allait morfler, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va morfler parce qu'il n'y aura plus d'acompte pour finir son chantier. Donc, ne payez pas d'acompte complémentaire et supérieur à 30% au début du chantier, et ensuite, vous payez suivant l'avancement du chantier. Si on vous demande 20% de plus, donc c'est-à-dire 5, ça fait 50% du chantier, vérifiez bien que 50% des travaux est effectués. Ça va dans les deux sens. L'artisan, il veut te payer, mais vous voulez aussi le payer en conséquence par rapport aux travaux effectués. Ouais, donc en tout cas, ça fait du bruit dans le petit milieu des coachs en investissement immobilier et des Instagrammeurs sur le sujet. Ouais. Bon, nous, on n'est pas encore coach en investissement immobilier, mais on fait partie du jeu à notre tout petit niveau, et c'est assez marrant de voir les retours. Mais il y a les trucs de ouf. Le mec qui a versé 400 000 balles et il n'y a rien sur son chantier. Je comprends pas comment c'est possible. Ouais, moi non plus, je comprends pas. Surtout que c'est 90% du chantier. Ce serait 10% d'acompte. Tu te dis, bon, bah ok, 400 000, c'est une somme, mais 10%, quoi. Là, mais là, la problématique, c'est que tu vois ce genre de personnes, donc il y en a beaucoup, parce que j'ai cru voir qu'il y avait beaucoup de... Suite à ce message, donc Yann Darwin, hein, pour ne pas le nommer, suite à ce message de Yann Darwin, cette story qu'il avait mise, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un retour à sa story. Et c'est là où tu vois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans la même merde, en fait. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé 80 à 90%, alors qu'il y a entre 0 et 20 et 30% du chantier qui est effectué. Et la problématique dans ce genre de contexte, c'est que les gens, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, ils se disent « Ok, je m'assois sur 60-70% d'argent que j'ai versé, sachant qu'il n'y a pas les travaux qui sont faits. » Donc, ils sont bloqués. Ils disent « Ok, je vais quand même maintenir le chantier avec lui parce qu'il me doit des travaux par rapport au prix. » Donc, en fait, ils sont bloqués. Ces gens-là sont bloqués. Mais théoriquement, il faudrait couper court. Hein. Moi, c'est ce que je disais. J'en parlais encore avec un investisseur hier. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon projet sur la côte. Je l'ai viré, en fait. À partir du moment où ça part en couille, je sais que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut gérer la partie financement et la partie gestion des acomptes. Parce que si ça se passe mal, il faut la virer, l'entreprise. Vous faites passer un huissier, vous faites passer un avocat, comme quoi ça ne va pas, tu dégages l'entreprise, tu prends quelqu'un d'autre. Ça va te coûter peut-être un peu d'argent, mais au final, quand tu vas mettre l'un dans l'autre, tu vas peut-être perdre un peu moins d'argent. Moi, je n'aurais pas viré l'entreprise et pris une autre entreprise par la suite. Peut-être qu'on y sera encore en train de faire le chantier et peut-être que mon appart, il ne serait pas encore en location. Donc, j'aurais encore perdu encore plus d'argent.
Donc voilà, faites attention à ça. C'est juste pour vous alerter. On voulait juste faire une petite aparté sur ce, parce que c'est un peu l'actualité du jour. C'est vrai que le monde de l'immobilier, on va dire, qui est sur les réseaux sociaux, et bon, tout le monde se connaît, ça va très vite. Donc faites attention. Quand vous prenez une entreprise travaux, on va pas parler d'entreprise travaux maintenant, mais quand vous prenez une entreprise travaux, pensez à demander, aller voir des chantiers qui ont été effectués, voir comment ils travaillent, demander leurs équipes, demander leur décennale. Voilà, tout ce genre de choses, nous, on nous le disait aussi. Hein. On s'en rendait Ouais. pas compte que c'était hyper important, mais voilà, pensez à le faire. Mais il me semble qu'on a fait un excellent podcast sur les travaux, d'ailleurs, quelques épisodes avant. Hmm. Ouais. On en a parlé. Mais On en a parlé. bah, en tout cas, on a vite fait de se faire avoir quand même, parce que quand on va pas visiter, enfin je sais pas, t'es un peu dans le speed, tu vas pas visiter le chantier, machin, t'accroches bien avec les gens. Moi je sais que je suis vachement sur l'affect et autres, le mec il se présente bien, sympathise, on boit un café, on est content, je fais vas-y feu, je fais confiance. Non, moi, c'est pareil. Et je sais que c'est pas bien, mais bon, je suis fait comme ça, et mon père est fait comme ça, mon grand-père a été fait comme ça, je vais pas me réinventer, quoi. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas verser la compte démesurée, quoi. Non. C'est Non, c'est vrai. juste ça, parce qu'au pire, tu perds 30%. Alors, on est d'accord, hein, ça fait mal au cul, c'est sur 100 000 balles, ça fait 30 000 euros, ça te fait un deuxième trou de balle. Hein. Mais vaut mieux ça qu'avoir perdu 100 000, pas avoir de chantier ou avoir des trucs, des malfaçons à faire et tout. Mais Clairement. en fait, je sais pas, le mec qui a lâché 400 000 balles, s'il est ultra blindé, ça va lui faire très très mal au cul. Mais si c'est un gars comme nous qui avait emprunté 400 000 euros, t'imagines? Bah, c'est ce qu'on disait. C'est En fait, chaud. ça peut te dégoûter littéralement de l'immobilier et te mettre carrément dans une merde. Ah, mais En fait, c'est c'est là où est le problème en ce moment, et c'est là où tout le monde est en train de lui retomber dessus. C'est qu'en fait, il a mis beaucoup de gens dans une merde noire, en fait. Et c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que l'immobilier, c'est rentable, c'est intéressant, ça marche, mais il faut pas faire des grosses erreurs comme ça. Si tu fais une grosse erreur ouais. comme ça, mais pour te réparer, pour la réparer, cette erreur, c'est très compliqué. D'où l'intérêt de commencer petit, raisonnablement, et de pas s'enflammer non plus au-delà de ses moyens. Mais Exactement. je me mets dans la tête, dans la place du mec qui a 400 000. Je me dis, si ce serait à ma place, tu paumes 400 000 euros que tu dois potentiellement à la banque, parce que moi je les aurais empruntés. À côté, tu as un immeuble, on peut se dire, allez quoi, 10-15 logements pour 400 000 balles de travaux à peu près, ou un Ouais. appartement ultra luxe à Paris, qui est vide, que tu dois refaire. Donc tu dois rembourser 400 000, tu dois retrouver 400 000 euros de travaux. Putain, je souris, mais c'est l'enfer. Bah là, T'es dans la merde, quoi. clairement, tu es dans une merde. Tu es dans une merde. Le gars, il est obligé de se réendetter, il est obligé de trouver des fonds, il est obligé. C'est pour ça. Donc là, quand vous n'avez pas d'expérience comme ça, déjà, d'une part, travailler avec une entreprise comme ça. Après, comme disait un des formateurs que moi j'apprécie beaucoup et qui est très vrai, vous faites pas berner par ce genre de gars. Le gars, en fait, il s'est levé du jour au lendemain, il a dit je crée une entreprise travaux parce il y avait un besoin, il y avait une demande. Et du jour au lendemain, il n'a pas d'équipe, il dit je fais toute la France. Franchement, des artisans qui font toute la France, moi j'en connais pas. Moi j'ai des artisans dans la région bordelaise. Les mecs, ils ont du boulot, mais par-dessus la tête. S'ils font 30 km à l'extérieur de Bordeaux, c'est déjà énorme. Ils n'ont aucun intérêt d'aller faire toute la France. Donc à partir du moment où le gars il dit je veux faire toute la France, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, tu peux pas du jour au lendemain te dire je fais toute la France. Tu peux évoluer petit à petit, tu crées des antennes un peu à droite à gauche et tu fais toute la France. Ok, je peux l'entendre. Mais du jour au lendemain, tu dis t'es à Lille, t'es à Paris, t'es à Marseille, t'es à Lyon, t'es à Nice, je serai là, tu peux Non, faire des mais travaux, j'ai des équipes, c'est pas des possible. boîtes qui font toute la France, c'est des boîtes genre, genre c'est FH, tu vois. FH, Vinci, Voilà, tout ce genre de choses. c'est FH, ils ont une boîte, c'est comment? Oh, je sais plus, c'est FH Travaux Services, je crois. Alors, calmez-vous, ils font que des gros chantiers, mais pour le coup, ils vont partout en France. Mais Bien sûr. c'est FH, c'est pas Miguelo Broussard avec sa camionnette de merde et autres qui, tu sais même pas où il a un entrepôt, qui se met à faire toute la France. Ou après, il y a des gars comme De Rent Immobilier qui sont sérieux, Mais qui font qu'un secteur. ils font qu'un secteur en fait. Pour l'instant, je crois qu'ils sont que dans l'Ouest et ils Pas sont mal. ultra nombreux, ils ont pignon sur rue et on peut visiter des chantiers. En plus de ça, je vais pas dire ils sont chers, mais ils facturent un prix qui est juste plus, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas vous faire miroiter un truc avec des prix délirants, et en plus de ça, ils vous restreignent dans les prestations. C'est-à-dire que pour chaque truc, vous avez 2 ou 3 ou 4 choix pour la couleur de peinture, pour le sol, pour la salle de bain. La salle de bain, genre, t'en as 2 ou 3 différentes. Ouais, mais Et c'est vrai. ce qui est normal, parce que le mec, il peut pas faire une salle de bain toute pourrie à Lille, une salle de bain ultra luxe à Marseille, un truc moyenne gamme enfin, je sais pas, à Bordeaux. En Alors termes de gestion de stock, c'est pas possible en fait. non, c'est Clairement, juste.
Non, tu dis que tu fais cette gamme cette gamme de produits, cette gamme de prestations. Ok, je gère un stock, j'ai un panel de 3, 4 matériaux à proposer. Si le client il peut éventuellement accepter, enfin, si le client il accepte de choisir dans ces 3, ok, on peut faire affaire ensemble. S'il veut pas, il va avoir une autre entreprise. Mais c'est comme ça que tu évolues en termes d'entreprise travaux. Mais je sais parce que, enfin, moi personnellement, je me suis plusieurs fois posé la question. Il y a une demande là-dedans. Est-ce que je vais pas créer une entreprise travaux? Bon, clairement non, parce que c'est un stress de fou, c'est une organisation de malade. Peut-être un jour on y viendra, mais pour l'instant c'est pas le moment. Mais voilà, il y a un besoin là-dedans, on le Putain, sait, grave. et c'est pour ça qu'il a voulu créer ça. Mais il faut pas brûler les étapes, faites petit à petit les choses. D'ailleurs, moi je connais beaucoup de gens maintenant, ils sont en train de créer des sociétés, on appelle ça assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un peu le nouveau métier du maître d'œuvre. Je connais des gens qui font ça dans le sud-ouest que je vais tester. Et à partir du moment où je les aurai testés, je pourrai vous les recommander peut-être. Mais voilà, c'est des entreprises. En gros, il est là pour faire le lien entre les entreprises et vous et faire la gestion du chantier. Donc voilà, tout ça pour dire que faites attention, ne visez pas trop gros. Si vous n'avez pas d'expérience dans la partie DCE, documents de consultation d'entreprise, plan technique, etc., commencez par des petits chantiers, commencez par aller voir les entreprises, aller discuter avec eux, mais voilà, commencez pas trop gros parce que vous pouvez vite vous brûler les ailes. Et ça fait une transition toute trouvée, je te remercie, vers un sujet que tu n'attendais pas. J'ai pas le détail exactement, mais j'ai été contacté sur Insta par Félix, qui écoute nos podcasts, que nous a recommandé une pote du CrossFit. Félix, je crois il a 18-19 ans, il est étudiant. Et on a échangé pas mal de messages il y a un moment, mais je repense à ça parce qu'il vient de trouver son financement. Félix, étudiant, s'est mis à visiter des appartements dans sa ville, a trouvé un appartement à un prix de ouf parce qu'il a fait 1000 visites et qu'il a fait son offre au bon moment. Je crois que le truc est vendu suite à une succession évaluée par les domaines ou par le notaire, enfin je sais pas, à un prix délirant. Il m'a juste dit, bah écoute, moi j'ai pas de salaire, comment je fais, prêt étudiant, association, machin et autres. Je lui ai donné mon avis, où moi j'irais plutôt tout seul plutôt que s'associer à 18 piges, mais bref, il fait ce qu'il veut. Et là, il m'a renvoyé un message 2 semaines après. C'était pendant les French qu'il m'a écrit, donc là, ça doit faire 15 jours. Il m'a renvoyé un message, bah ça y est, l'offre est signée, je vais signer le compromis et j'ai déjà trouvé un accord de prêt. Donc Félix, Excellent. il a 18 piges, il est étudiant, donc il doit travailler à côté, mais il doit gagner 700 ou 800 balles par mois. Il va se faire un prêt étudiant pour acheter un truc, il va faire les travaux, il va le louer. Je crois qu'il a des frais de copropriété qui sont hyper élevés parce que c'est une grande copro. Mais il a fait des tests pour le louer, ça va se louer hyper bien. Il va pas toucher énormément de cash flow, mais il va amortir. Tout ça pour dire que quand on veut, on peut. Bon, peut-être que quand on a 400 000 euros de dettes de travaux à payer, c'est compliqué, mais Félix, 18 piges, big up. Je sais pas si il nous écoute, je pense qu'il va écouter le podcast. Franchement, bravo. Bravo. Comme quoi, quand on est motivé et quand on a envie, malgré la situation actuelle, il faut toujours retirer le positif des situations négatives. Voilà, En quand ce on moment, veut, on peut, quoi. c'est ça. En gros, en ce moment, la position de l'immobilier est peut-être compliquée parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et le marché de l'immobilier est en train de baisser. Mais ce qu'il faut voir dans tout ça, et ce que nous, on regarde en tant qu'investisseur avec Mathieu, ce qu'on voit dans tout ça, c'est que d'une part, ça fait un tri. Ça fait un tri des gens qui sont sur le marché parce qu'il y a 2 ans, c'était n'importe quoi. Tu avais des concurrents face à toi qui achetaient à des prix qui n'étaient pas du tout du marché. Donc, ça veut dire que quand toi, tu faisais tes calculs et tu savais qu'il fallait que tu achètes à tel prix pour être rentable, eh ben, tu as un con de tonton Robert qui est arrivé et qui a acheté largement au-dessus du prix du marché. Cash. Du coup, voilà, qui a acheté cash largement au prix du marché. Du coup, ta négociation n'était pas bonne, ta rentabilité n'était pas bonne, etc. Donc déjà, tous ces Norbert et Robert, là, ils dégagent, tu vois. Donc déjà, ça permet de filtrer. Ça permet de faire un filtre par rapport à ça, d'une part. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché, il est en train, à minima, ça dépend des secteurs, de baisser. Donc ça veut dire que vous allez acheter moins cher. Les taux d'intérêt vont peut-être être plus élevés, mais vous allez acheter moins cher. Vous regardez, il y a 10-15 ans, nos parents, nos grands-parents, quand ils achetaient, les taux d'intérêt, ils étaient à 10-12%, même plus qu'il y a 10 ans. Ah oui, Ils étaient il y à- a plus que 10 ans, parce en 2000, je crois qu'on était aux alentours des 5 ou 6%. Ouais, donc c'était à plus que 10 ans, on était à Et, 10-12%. Mais vous et voyez les gens qui ont le acheté prix de à l'immobilier à 10-12%. Paris, on était Ouais. environ à 3000 balles du mètre. Bah oui. Je parle dans les années, je crois que c'est 98-2000, j'avais regardé ça il y a un moment. Heureusement, les mecs à l'époque ils se sont dit, oh là là, les taux d'immobilier sont trop chers, les taux des prêts, l'immobilier est trop cher à Paris, j'achète pas. Bon, aujourd'hui, ils sont contents, hein, ceux qui ont Bah, acheté. bien sûr. Bah ouais, ceux qui ont acheté, ils ont acheté à un taux d'intérêt à 10-12%. Ils se disent putain, on se fait ramasser par la banque et tout. Sauf que maintenant, bah, tu es à 10-15 000 euros du mètre, donc tu as fait x3, x4. Donc
Voilà, retirer le positif des périodes négatives, c'est juste ce qu'on avait à dire là-dessus. Et dites-vous que ça fait un gros tri, un gros filtre parmi tous ces pimpins qui voulaient se lancer dans l'immobilier sans Mm. vouloir être trop agressif. Par Trop contre, agressif. aujourd'hui, évidemment, faut avoir un peu d'apport, le plus possible, faut avoir un beau dossier, mais c'était vrai avant, hein. Ça Ouais, ouvrait plus de portes quand on avait de l'apport. ouais. Sauf qu'on nous demandait pas de le mettre, mais il le fallait quand même sur les comptes. Il fallait sur les comptes. Voilà, si c'est sûr, vous êtes à moins 100 € tous les mois et que vous gagnez 1200 € par mois, je vais pas vous dire vous allez investir dans l'immobilier. Clairement, non. Non, Clairement, la voilà, ouais. situation actuelle. Assainissez les comptes et puis. Ouais. Et On va pas reparler de ça, mais on en a parlé la dernière fois. Mais voilà, assainissez vos comptes et faites ça. d'ailleurs, en parlant de financement, dans le cadre d'une opération qu'on fait ensemble, on a eu pas mal de banques au téléphone pour du marchand de biens. Il y a des banques qui financent encore et les critères, c'est plus de 20% de marge brute sur le projet, ce qui semble évident. De toute façon, il ne faut pas y aller à moins que ça. Bien sûr. Et un apport de entre 20 et 30%, c'est ce qu'on entend, Ouais, en fonction ça. des banques. Plus après quelques critères d'encours, de machin et autres. Mais il y a des banques qui financent, donc c'est possible si vous avez de l'apport. Si vous n'avez pas d'apport, vous trouvez des associés. Nous, on est en plein dedans et ça devrait marcher. Et il y a quand même des choses à faire, quoi. C'est ça. C'est trouver une solution en fait. À partir du moment où vous avez un projet qui est intéressant, qui est rentable, nous c'est notre cas, c'est notre situation, le projet est très intéressant. Voilà, on a eu une contrainte par rapport au financement. On a dit ok, comment on va rebondir. On a plusieurs solutions. On est en train d'y remédier. C'est pas encore clôturé, mais voilà, il y a toujours des solutions. Trouver un associé qui a un peu plus de fonds, aller voir d'autres banques parce que ça c'est le but en ce moment. On va voir d'autres banques parce qu'on avait une banque qui était prête à nous suivre, mais clairement. Aïe. Ils sont gentils, ils nous suivent. Hein. Le directeur d'agence, c'est top. Hein. Je ne vais pas du tout reprocher quoi que ce soit. Il est super, super réactif, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi. Il est très, très, très cher. Parce que savoir qu'en termes de marchand, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en général, les taux actuellement, un taux correct en termes de marchand, tu es aux alentours des 6%. 6, ouais, c'est un 6. Tu es aux alentours des 6%. Nous, la proposition qu'on avait, on était plus proche des 10% que des 6%. Donc, à partir du moment où si le projet il dure 12 mois, tu prends 10% d'un emprunt à 500 000, tu donnes 50 000. La banque a fait un prévisionnel sur 24 mois, donc ça fait 100 000 de frais financiers. Donc c'est sûr que le projet, si tu le prends sur 24 mois avec 10% d'intérêt, ton projet, il est plus trop rentable. Il est vraiment plus trop C'est rentable. pas la même limonade là d'un coup, hein. C'est pas pareil. Et c'est là où on se dit pourquoi on n'est pas devenu banquier. Et c'est là où on dit Putain, pourquoi on n'est pas riche pour financer les gens à 10%. Mais grave. Franchement, vivement ce jour-là. On a un pote marchand de biens, il fait ça aujourd'hui. On lui apporte des dossiers tous les jours à financer. Parce qu'évidemment, le gars, il prête de l'argent plus ou moins facilement. Et il fait ça. Et je sais pas combien il a. Je pense qu'il a de quoi voir venir pour une ou deux générations, si tu veux. Et aujourd'hui, il fait 90% de son activité, c'est prêter de l'argent à 10% par an. Parce que c'est sûr que nous, on réfléchit, on se dit, si je prête 10 000 balles, j'ai que 1000 balles à la fin de l'année, c'est rien. Ouais, Mais comme dit Yann Darwin, c'est son équation, là, Y égale AX. X, c'est le taux, le A, c'est le capital. Et c'est plus facile d'augmenter le capital que d'augmenter le taux d'un point de vue risque. Donc c'est sûr que si tu prêtes 10 millions à 10%, à la fin de l'année, tu as gagné 1 million. Ce qui fait 30 000 balles par jour dans l'année, c'est pas mal. pas dégueulasse. Hein. Tu fais rien, c'est de la love money, on appelle ça. Donc j'ai dit tu une fais connerie. rien. Ça fait 3 000 € par jour. 3 000 € par jour. Ouais, parce que 30 000 par jour, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais ouais. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Bon voilà, petite parenthèse de 30 minutes. En parlant de Love Money, j'ai peut-être une bonne nouvelle bientôt. Ah, voilà. attends, Je vais en parler. il y a du teasing là. Peut-être. Je te dirai. J'espère. Ouais, on est en plein dedans nous, en ce moment, c'est pour ça, on vous parle de choses, on est en plein dedans. Voilà, pour nous, c'est nouveau aussi ce genre de choses. Hein. On se lance dans du marchand, on a une petite expérience de marchand, mais en termes de recherche des associés, recherche de financement, recherche de fonds, on est en train d'apprendre, on est en train de se lancer dedans. Donc, puis c'est intéressant pour nous et on voit qu'on peut trouver de l'argent. Mais d'ailleurs, il y a un sujet, on n'en a pas parlé, mais qui est intéressant. Je trouve que c'est assez compliqué quand même d'aborder les gens, même de sa famille ou autre, en disant voilà, j'ai un projet, prête-moi 100 000. Alors évidemment, tu mets les formes. Hein. Prête-moi 100 000, je te rémunère 10 ou 12% par an. Je trouve que même si on va pas quémander de l'argent, vu qu'on veut le payer, le rémunérer et autres, je trouve que ça reste délicat. Et ça me fait chier que ce soit délicat parce que c'est notre culture française, judéo-chrétienne, là où on parle pas d'argent, machin. Tu parles, on serait dans d'autres cultures. Aux États-Unis, par exemple, laisse tomber. On pourrait demander aux gens dans la rue, quoi. Clairement, c'est la mentalité française. En fait, la mentalité française, faut pas parler d'argent, faut pas. Dès que tu gagnes un peu d'argent, les gens ils sont jaloux. C'est vrai que ça, c'est une mentalité qui
qui a du mal à évoluer. Ça, je pense avec la nouvelle génération, ça évolue un petit peu parce qu'on est tous un peu à l'écoute voilà, de tout ce qu'il y a sur les réseaux, des podcasts, tout ça. Donc ça change à minima la mentalité, mais on parle de très loin, on parle de très très loin. En fait, le sujet argent en France, il est très délicat. Tu peux pas dire combien tu gagnes. J'avais vu une vidéo de plusieurs acteurs et plusieurs entrepreneurs qui disaient ça. Ils disaient, moi, quand je suis aux États-Unis, il disait, le gars, je dis clairement ce que je gagne. Je dis qu'en France, je peux pas vous le dire parce qu'en France, on va me retomber dessus. Je vais avoir c'est ouf. C'est délicat, c'est délicat. Donc, avec les gens, on va dire les gens de notre entourage, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'investissement, tout ça, on peut en parler facilement. Franchement, il y a aucun problème. Les gens qui sont là-dedans, mais les gens qui sont à l'extérieur de ça et qui ont un peu de fond, c'est toujours délicat. Donc, c'est là. Ouais, et tu vois, ça m'emmerde un peu parce que je sais que j'ai autour de moi. Enfin, en fait, moi, je suis hyper à l'aise avec l'argent. On me demande combien tu gagnes, je peux donner les chiffres et autres, je m'en fous. Alors, je le lâcherai peut-être pas sur un podcast, quoique il y a un réel où je donne un podcast où on en parle, mais bon, bref. Je suis hyper à l'aise avec ça, mais c'est plus le côté, je sais que tellement tout le monde est mal à l'aise avec ça. J'ai peur de choquer les gens, tu sais, ou de poser une question et qu'on me dise genre, ah là là, il vient mendier, ou je sais pas, c'est chiant en fait, ça m'énerve d'ailleurs. Ouais, on va dire ça permet de trier. Quand tu sais que tu as une personne qu'en face qui va réagir comme ça, bah, tu sais que c'est pas elle qu'il faut demander, tout simplement. Non, mais en fait, ce qui m'embête, c'est de pas savoir comment les gens peuvent réagir, parce qu'après, ils vont peut-être réagir hyper bien, et pas de problème, c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau, mais je sais pas trop comment l'aborder. Après, je te parle pas d'aller emprunter 50 000 euros pour acheter une bagnole, tu vois, sans rien en retour. On parle de financer un projet, un truc sérieux et autre. Mais quand même, il reste dans le fond ce côté, c'est dur d'en parler, quoi. C'est ça. C'est ça. On parle de ça parce qu'en fait, sur le projet de marchand qu'on fait en région bordelaise avec Mathieu, on cherchait et on cherche un associé complémentaire pour intégrer la société, pour avoir un peu plus de fonds pour aller voir les banques, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de ça. Donc, j'ai eu peut-être une bonne nouvelle pile en live là quand on parlait, donc voilà. C'était le. Ok. Bon, on en parlera tout à l'heure, pas de souci. Et d'ailleurs, je fais une training thérapie, tu sais, je leur fais un bout de formation dans le cadre de la training therapy school. Ouais. Je crois qu'on en avait parlé, et finalement, ça s'est transformé en présentation vidéo, en présentation en live devant tous les élèves de la training therapy school fin août. Mais non, excellent. Donc, c'est hyper cool. Bah, moi, je préfère, je pense que je vais transpirer tout ce que je peux parce que je suis pas à l'aise, mais je préfère, on va être en face à face et autres. Mais c'est marrant, on a eu Anne-Laure Coutenceau qui est passée à la maison, c'est celle qui va au game là, qui a un petit problème de bras droit, ou de bras gauche plutôt. Et en fait, on parle, et puis elle travaille pour eux. Et elle me dit, ouais, je sais plus pourquoi on vient de là. Et puis en fait, je comprends qu'en fait, c'est avec tout le monde en live, quoi. Donc fin août, et je pense à ça parce que justement, je leur parle du sujet de l'argent, et que moi, je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et pas hésiter à poser la question aux gens sur combien ils gagnent, comment ils font et comment c'est structuré. Moi, je le fais toujours parce que c'est hyper intéressant et on peut apprendre plein de choses. Exactement, tu peux apprendre plein de choses, et la façon de gérer tes fonds et gérer ton argent. Mais on voit quand même que il y en a, tu leur demandes combien tu gagnes, ils sont là genre, tu sais, ça leur fait mal. Ouais, il y en a, ils savent même pas combien ils ont sur leur compte. Putain. Ouais. Bon. Ok, bah écoutez, on a fait une grosse parenthèse sur plusieurs sujets qu'on avait envie d'aborder avec vous. Donc, faites-nous des retours si vous voulez par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Le sujet un peu qu'on voulait aborder aujourd'hui, on en a discuté avec Mathieu. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui est intéressant quand tu es dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat. C'est une partie qu'on néglige un peu. Qui est intéressant dans plein de. Ouais. Qui est intéressant dans la vie tout court. Dans la vie, exactement, dans la vie tout court, parce que je pensais au deuxième sujet en fait, c'est dans ma tête. Mais en fait, on va commencer par le premier déjà, on verra si on fait le deuxième ou pas. En fait, c'est l'art de déléguer. Je sais même plus ce que c'est le deuxième. C'est bon, ça m'est revenu. C'est l'art de déléguer. En fait, on voulait aborder ce sujet-là parce que quand vous faites dans la vie quotidienne et surtout nous dans la partie entrepreneuriat, on se rend compte que la façon et l'art de déléguer et la partie délégation, plus on avance dans le temps et plus on évolue, plus on a besoin de déléguer, parce que on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus en détail, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup plus de projets, des projets qui vont demander beaucoup plus de conseils et beaucoup plus de connaissances dans certains sujets, dans certains lots. Et vous, votre cœur d'activité en tant qu'investisseur et marchand de biens, moi c'est comme ça que je le vois personnellement, c'est qu'on est en gros, on est des chefs de projet en fait. Et
Et moi, je l'associe beaucoup à mon ancien travail parce qu'en fait, j'étais chef de projet, je faisais du management de projet avant. Et en fait, quand tu fais du management de projet et quand tu es chef de projet, en fait, tu es associé à un chef d'orchestre. Donc en fait, tu es au milieu de tout le monde et toi, tu es là pour tirer les rênes un peu de tout le monde, tu es le chef d'orchestre. C'est toi qui Et relance, quoi. c'est toi qui relance, c'est toi qui suis les gens, c'est toi qui vois s'il a fait le travail, c'est toi qui fais la communication et le lien entre chaque partenaire et chaque personne, le client, etc. Et en fait, c'est toi l'élément au milieu qui fait la communication avec toutes les personnes autour. Et parce que dans un projet, il te faut une personne au milieu en fait qui rassemble tous les éléments et toutes les informations. Parce que si tu n'as personne, ben, en fait, tu as tout le monde qui est là, mais il n'y a personne qui va rassembler tous ces éléments et toute cette communication qui va aller. Parce que par exemple, tu as un chantier, tu as l'électricien qui va envoyer une information peut-être au plombier, mais le plaquiste, il l'aura pas. Donc, c'est pour ça que c'est aussi le rôle d'un maître d'œuvre. C'est pour ça que c'est très important quand vous faites de l'investissement immobilier de vous rendre compte que vous, votre métier, enfin moi, c'est comme ça que je le vois, hein, Mathieu, il vous dira un peu son point de vue là-dessus, mais vous, votre métier en tant qu'investisseur ou marchand de biens ou autre, ou dans l'entrepreneuriat, votre métier, c'est pas d'être électricien. Votre métier, c'est pas d'être plombier. Votre métier, c'est de gérer un électricien, de gérer un plombier, de gérer la communication, de gérer le planning, de gérer ce genre de choses, mais pas de faire l'activité en elle-même. Bah, tu as bien raison. Moi, je pense que c'est intéressant de savoir faire. C'est-à-dire que je mets par exemple les travaux. Moi, je suis une Tout à vie fait. en travaux, alors je bricole relativement bien, mais les trucs un peu techniques où il faut que ce soit propre, net, précis, si tu veux, je maîtrise pas du tout. Mais il y a beaucoup de mecs qui nous contactent en disant voilà, ben moi, je compte acheter, et puis pour pas payer cher, je vais faire tous les travaux. Mm. Euh, Sur un petit investissement, le premier à la limite, avec du temps libre, hein, parce qu'en fait, on mesure mal, mais ça prend du temps. Avec du temps libre, je trouve ça intéressant pour au moins, savoir ce que c'est. Mais c'est pas un truc, qui peut durer dans le temps, quoi. Tu peux pas, te dire enfin, en fait, ça dépend des objectifs. Si, l'objectif, ça va être de faire un achat-revente par an en rénovant un appart, et de vivre avec, 30 40 ou 50 000 € de plus-value, juste ça, ce qui évidemment est beaucoup d'argent, sans en être beaucoup. Bon, bah, ça peut marcher, mais si l'objectif c'est, de pas se créer un deuxième, voire un quatrième métier ou un 5e parce que, enfin nous on le fait pas pour, se faire des journées de 16 heures par jour, même si finalement, on y arrive en faisant d'autres choses, mais Ouais. il faut je trouve que c'est bien de savoir faire, mais déléguer c'est la clé pour se libérer du temps. Alors, C'est oui, ça coûte de l'argent. Surtout, en fait, c'est surtout au début qu'on a du mal à le faire parce qu'on a moins de sous. Donc, on veut économiser sur tout et autres. Mais il y a des économies. Est-ce que pour économiser 5 000 € de travaux, ça vaut le coup de sacrifier 5 ou 6 week-ends à faire des travaux? bien sûr, Tu vois, je sais bien pas. sûr. C'est ça. C'est en Ah, fait, si, faut moi, je regarder. sais. Mais Ouais, mais moi aussi, je sais. C'est ça, faut vraiment regarder votre objectif et quelles sont vos priorités, en fait, tout simplement. Nous, je sais que on est parti dans l'immobilier. Enfin, Mathieu, il y est depuis tout le temps, mais enfin depuis plus longtemps que moi déjà. Mais moi, j'y suis parti dans l'immobilier pour avoir d'une part de la liberté. Je ne suis pas parti dans l'immobilier pour avoir encore plus de stress et plus de responsabilités et plus de travail qu'avant. Ce n'est pas le but. Le but de partir dans l'immobilier, c'était de me libérer de la charge mentale que j'avais avant, qu'on a toujours, c'est normal, parce que quand on part dans l'immobilier, tu as de la charge mentale. Mais le but, c'est de se libérer du temps, de faire travailler les gens qui sont bons dans leur domaine d'activité, parce que moi, je ne suis pas plombier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas carreleur, donc ce genre de choses, je ne sais pas faire. Moi, l'idée que j'en ai, c'est je pense que Mathieu, là-dessus, il a tout dit. Il a dit, d'abord, il faut savoir faire ou regarder comment ça marche et essayer de voir comment ça, apprendre à apprendre le fonctionnement des travaux pour ensuite pouvoir le déléguer. En fait, l'idée, c'est de créer des process. En fait, moi, j'étais dans une société américaine où il y avait énormément de process. Au début, tu te rends pas compte, tu en as plein le cul de ces process, mais tu te rends compte que ces process-là, justement, ils permettent de pouvoir déléguer par la suite. Tu apprends à faire l'activité ou tu apprends comment ça fonctionne. Ensuite, tu crées un process et tu délègues à une personne. Et ça, c'est hyper important parce que de faire ça, ça va vous permettre de garder du temps et de focaliser votre temps sur les choses que vous savez faire et les choses que vous aimez faire. Parce que si tu passes ton temps à monter des meubles comme j'ai pu faire, je le fais encore dans ma résidence principale parce que c'est ma résidence principale, mais dans les premiers investissements immobiliers, je passais à monter les meubles, je passais un temps fou à monter des meubles. Sauf que quand tu es en train de te faire chier à monter des meubles, je déteste ça. Donc, en fait, c'est horrible. Tu passes ta journée à monter des meubles. D'une part, t'aimes pas ça. Donc, tu passes une journée qui te plaît pas. Donc, à la fin de la journée, t'es aigri, t'aimes pas ça. Et tu fais le bilan de ta fin de journée. T'as monté 3 armoires, 2 lits. Et pendant ce temps, t'as ta boîte mail qui a été augmentée. T'as pas été voir ton banquier. T'as pas été voir les agents immobiliers. T'as pas recherché de biens. Et notre activité,
Ben, c'est ça notre activité, c'est rechercher des biens, rechercher des financements, rechercher des associés, étudier des projets, mais c'est pas monter des meubles en fait. Donc c'est là où on se dit, ok, est-ce que je ne serais pas plus efficace et je ne serais pas plus rentable en faisant une recherche de biens immobiliers plutôt que de déléguer le montage de meubles à une personne et pendant ce temps, moi, je me focalise sur la recherche de biens immobiliers. Clairement, le choix, il est très vite vu, Ah la, bah, la c'est clair. question est vite répondue, comme on dit. Mais alors, je suis totalement d'accord avec toi, même si moi ça me fait marrer un peu de monter les meubles dans une certaine mesure, tu vois. Y passer une journée de temps en temps, ça me fait rigoler. J'ai l'impression de faire un truc un peu manuel tu sais, T'as qu'on voit l'impression de plutôt, servir à quelque plutôt chose, quoi. que de faire de l'ordinateur et du tableau Excel, quoi. Mais je suis aussi conscient qu'au début, c'est pas forcément facile et qu'on est obligé de faire des efforts et des sacrifices pour avancer. Le seul truc, c'est de pas tomber dedans de manière répétitive, quoi. On le fait une fois, on le fait deux fois, mais assez vite, il faut réussir à passer à autre chose, sinon on va jamais progresser. Mais c'est comme par exemple, moi je voulais pas payer de décoratrice intérieure, ou de décorateur, hein, parce que ça coûtait de l'argent et je me suis dit c'est quand même pas compliqué et autres. Bon, Le Mans, j'ai payé, enfin on a payé avec Roxane, ça nous a coûté, je sais pas 2000 et quelques hors taxes. Quand je vois le taf qu'elles ont fait, oh Ouais. là là, mais heureusement que j'ai fait ça. Les journées passées sur place, là, alors, la déco, elle est beaucoup mieux faite que ce que moi j'aurais fait ou que ce que Roxane aurait fait. Roxane, elle est très douée, sauf en fait, elle a juste pas le temps. Et là, les filles, elles y ont passé tout leur temps. C'est nickel, c'est beau. La conciergerie a dit que c'est magnifique, que c'est leur plus beau logement, alors que c'est sûr que si je l'avais fait moi-même, ce serait dégueulasse. En plus, j'aurais perdu du temps. Et en perdant, est-ce que tout le temps que j'y aurais passé, quand je vois ce qu'elles ont mis en étant professionnelles, hein, est-ce que ça valait 2000 balles et autres? C'est ça. Enfin, C'est pour ça. En fait, ce qu'il faut regarder quand on est dans le OK, je vais déléguer cette tâche, oui, non, je la délègue ou pas. Il faut se dire, OK, si je la délègue, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me libérer du temps pour pouvoir faire ça? Oui ou non? En fait, il faut vraiment avoir cette réflexion-là, en fait, en management de projet. C'est exactement ça. Donc là, le fait de déléguer la décoration, tu dis, OK, je délègue la décoration à une société qui va peut-être me coûter de l'argent à l'instant T, mais pendant que cette personne-là va gérer la décoration, moi, je vais me focaliser sur une autre activité qui va me ramener des fonds. Parce que cette activité-là que tu vas faire à côté, elle va te ramener de l'argent qui va te permettre de payer cette décoration-là. Et la décoration que tu auras payée par l'intermédiaire d'avoir délégué, elle va te rajouter de la plus-value sur ta ouais, c'est location, ça. sur ta revente, sur tout ça. Donc voilà, mais au début, on a toujours du mal. On est tous passés Alors, on par veut là, en pas fait. payer, on a les oursins dans les poches et On veut pas payer, mais après, c'est normal. Quand on se lance dedans, tu veux faire la moindre économie. Après, voilà, nous, on vous dit pas, premier investissement immobilier, vous déléguez la totalité du projet. Non, non, clairement pas. Si tu veux augmenter ta rentabilité, augmenter ta marge sur un premier achat-revente ou un truc comme ça, essaie de faire le plus de choses possible. Déjà, d'une part, parce que tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment ça se passe, tu vas apprendre comment ça marche et tu vas voir les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et après, une fois que tu auras de l'argent de côté et que tu vas pouvoir te permettre de déléguer pas mal de choses, tu délègues et tu délègues petit à petit. Tu vas pas tout déléguer d'un coup. Je sais que nous, petit à petit, on commence à déléguer. Maintenant, on délègue dans la partie travaux. Maintenant, on délègue la partie gestion à des conciergeries. Là, moi, je suis en train de voir avec un gars qui monte une société dans la région. En fait, maintenant, je vais lui déléguer la partie. Dès qu'il y a un problème sur l'immeuble, la conciergerie, elle va pas m'appeler à moi, elle va l'appeler à lui. C'est lui qui va gérer, qui va contacter les artisans, etc. En fait, je lui crée un process. Je lui dis, écoute, jusqu'à une somme maximale de temps, tu te démerdes, tu vois avec les artisans, tu gères. Je veux pas en entendre parler, je veux pas que ça passe par moi. Et à partir du moment où ça dépasse ce montant-là, tu m'appelles, on voit, on en discute et on trouve un accord. Mais voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est d'être dérangé le moins possible par les petits problèmes et les petites problématiques qui peuvent se présenter autour de vous ça, sur vos projets immobiliers. c'est le pied ce que le gars propose. Ouais, c'est exactement. En fait, il en avait marre de son métier, il veut partir. Donc moi, je l'ai testé sur deux, trois trucs. Je l'ai testé pour voir si je pouvais lui faire confiance. Je peux lui faire confiance entièrement. Et du coup, on est en train de mettre ça en place. J'en ai discuté encore avec lui hier. En gros, il va devenir un peu mon assistant sur ce genre de choses. Donc, dès que j'aurai besoin de lui, il est d'accord et ça va le faire monter en puissance. Et moi, j'ai entièrement confiance en lui. Il va prendre de la responsabilité. C'est important quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes dans l'immobilier, vous êtes un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, ce qu'il faut, c'est responsabiliser les gens autour de vous. À partir du moment où vous leur apportez une importance et que vous les responsabilisez, les gens ils seront beaucoup plus sérieux et beaucoup plus carrés dans ce qu'ils font. Ils auront l'impression de faire un truc qui est pour eux et c'est beaucoup plus valorisant pour eux. Donc c'est une mentalité d'entrepreneuriat. Il faut vraiment l'avoir, mais c'est hyper important. Ouais, et tu vois, quand on en parle, il me revient un truc que j'ai entendu, je sais plus, c'est qu'il faut trouver ce qu'on appelle son sweet spot.
Enfin, l'objectif qu'il faut avoir, c'est de trouver ça. C'est le sweet spot, c'est quoi? C'est l'endroit où on est bon, ou là où on excelle. C'est Exactement. il y a un autre terme plus français, mais bref, on s'en fout. Et une fois qu'on a trouvé ça, si on veut vraiment accélérer et tout péter, il faut réussir à se concentrer à 200% là-dessus et Là-dessus. déléguer tout le reste. Alors évidemment, oui, ça coûte cher, ça machin, c'est compliqué et tout. Mais tu vois, j'essaie de réfléchir pendant qu'on parle sur moi. Et je sais que là, le domaine où moi, je me considère bon et où je prends le plus de plaisir, ça va être de rencontrer des gens et de nouer des liens. Ouais. Parce que je me rends compte que finalement, je passe quand même vachement bien avec les gens. Genre, je me mets un peu de pommade, mais dès que je rencontre quelqu'un, ça passe relativement bien et on peut avancer. Je mets ça dans la catégorie pro, agent immobilier, prospecteur et autres. Et le truc, ça va être d'aller trouver des projets. D'aller trouver des projets, ça, pour moi, ça me semble facile. Alors, je dis pas que c'est facile de trouver un projet rentable, mais il y a rien de très compliqué et je sais quand c'est acharnant, ça passe bien. Par contre, une fois que j'ai trouvé le projet, que j'ai envoyé l'offre, trouver le financement, gérer les travaux, gérer la mise en location, faire toute la paperasse avant et autres, je sais que ça, en fait, Ouais, à c'est chaque fois, j'ai l'impression de me retirer des écharpes dans les mains, tu vois? Ou des trucs sous les ongles, tellement ça me fait chier. Et dans le meilleur des mondes, je serais, assez friqué ou j'aurais assez de moyens pour avoir, en gros, un chef de projet derrière qui c'est ça. s'occupe de tout. Le gars, tu l'alimentes en projet Ouais. et après, tu lui dis: «Voilà, démerde-toi». Bon, évidemment, tu es là, tu es à la genèse du projet, donc il faut toujours, être un peu là, mais tu vois, le sweet spot, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres gars, Ouais. le sweet spot, ce serait peut-être, je sais pas, de faire, la déco, de faire les travaux ou le gars est Exactement. banquier, donc lui, son truc, c'est juste d'avoir les financements, mais il faut que les projets arrivent tout seuls. Ouais. Ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est se concentrer le plus possible sur là où on est doué et sinon, ce qui d'ailleurs n'est pas grave, on reste, on va dire, on reste artisan, quoi. Quand je dis artisan, je dis pas ça méchamment, mais on va rester petit ou ça va être dur de vraiment grandir. C'est ça. Mais ça, c'est important ce que dit Mathieu, c'est vraiment rester focalisé sur quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous savez faire. Parce qu'autrement, vous allez perdre un temps fou à vouloir faire de nouvelles choses. Donc là, tu vois clairement ce que dit Mathieu, des gens comme toi, tu recherches, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Et moi, j'en ai parlé à Mathieu hier, j'en ai eu une au téléphone hier. Là, c'est la prochaine étape maintenant de la partie de délégation. C'est qu'en gros, à partir du moment où on aura trouvé un projet, OK, nous, on voit le projet, on a les agents immobiliers, on va faire la visite, on se rend compte que le projet est intéressant, on fait nos calculs, on fait nos chiffres. Et en gros, après, c'est OK, on a une personne qui dit, voilà, moi, je t'amène ce projet, dis-moi si oui ou non, pour toi, le projet, il va être viable ou il va pas être viable. Et en fait, pendant que cette personne est en train d'étudier le projet, étudier la faisabilité du projet, d'une part, elle va vous valider ou pas le projet, ça évitera d'aller signer un compromis pour rien, du coup, une perte de temps. Et d'autre part, ça vous permet de pouvoir chercher un autre bien à côté. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle va être focalisée sur l'étude de faisabilité de votre projet. Donc, pendant qu'elle fait l'étude de faisabilité, toi, tu peux très bien continuer à faire d'autres choses à côté. Donc, voilà, c'est vraiment la partie délégation, ça peut aller de plein de choses, hein. Comme chez vous, votre ménage, comme chez vous, plein d'autres choses. Il y a plein de gens qui vont dire, oui, tu as une femme de ménage, tu es riche. Non, c'est pas une question d'être riche. C'est juste que moi, passer 1h30, 2 heures à faire le ménage, ça m'apporte que dalle en fait. Ça va me rapporter beaucoup plus d'argent et beaucoup plus, pas que d'argent, mais de plaisir de faire 1h30 de quelque chose d'autre plutôt que faire du ménage en fait, tout simplement. Tu vas payer une femme de ménage par exemple, imaginons, il y a un truc qui est hyper important que j'avais vu que j'avais écouté dans un podcast. L'importance de quand tu vas déléguer, c'est de connaître ton tarif horaire. À partir du moment où toi tu connais ton tarif horaire, à partir de là, tu vas savoir si tu vas déléguer ou pas. Imaginons, tu calcules ton tarif horaire, tu sais que toi, ton tarif horaire, il est de 50 € de l'heure. Mathieu, quand tu travailles, dans ta société, ça va rapporter 50 € de l'heure par rapport à ton chiffre d'affaires, etc. Si tu as une femme de ménage qui te coûte 30 € de l'heure, ça veut dire que si tu vas déléguer le ménage à cette femme de ménage, tu vas gagner 20 € de l'heure. Donc autant te dire que tu n'as aucun intérêt à faire le ménage en fait. C'est Ah tout ouais, non, c'est simplement, clair. voilà, le calcul, il est très rapide et très vite fait. Mais Quand ça, tu sais que tu as un taux horaire, il faut le calculer comme ouais. ça. Mais ça, c'est très dur. Le taux horaire, il est très facile à savoir quand on fait un métier manuel, à mon sens, hein. Je me mets, dans mes pompes là. C'est très facile quand on fait un métier manuel ou quand on est maçon et qu'on facture, tant. Tu vois, quand toi, et moi, on fait plus un métier de bureau, enfin, c'est un peu spécifique ce qu'on fait, mais c'est plus un métier de bureau où, c'est pas on bosse pas 1 heure là et hop, on n'a pas 50 ou 100 balles ou 1000 balles qui tombent direct. Donc c'est ça que c'est assez dur d'évaluer et du coup, quand on est comme ça, on a tendance à se laisser aller en se disant: «Ouais, mais bon, vas-y, je vais le faire moi-même quand même et je vais, En fait, économiser», il faut se fixer un taux. En fait, il faut te dire: «OK, moi, pour être bien dans ma vie, pour être tranquille, pour profiter de ma vie, profiter de temps, je veux travailler tant par jour».
je veux travailler tant par jour, je sais que mon chiffre d'affaires de ma société, il est de temps, bah, tu fais ta soustraction, tu fais ta division, et tu sais que voilà, ton taux horaire est l'équivalent de temps. Et à partir du moment où tu as une tâche qui arrive, ok, ça me coûte 30 ou 40 euros de l'heure, est-ce que moi, si c'est moi qui le fais, ça va coûter plus cher ou moins cher? Et là, tu sais que tu peux déléguer, ça part. En fait, tu as une répartition en termes de cases. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais après, on peut pas tous, comme dit Mathieu, on peut pas tous avoir cette signification de taux horaire. C'est le plus compliqué à mettre en C'est place. compliqué. Après, il faut l'estimer. C'est comment il s'appelle, Fabien Olicard, qui a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Il faudra que je le lise d'ailleurs. Il s'appelle, je crois, Le temps est infini. Ouais. Et dedans, il donne 4 formules pour. Enfin, il donne une formule en fait pour estimer son taux horaire. Et dedans, il y a 4 trucs. Le premier, c'est quel est le montant horaire de son salaire actuel, mais tout compris. C'est-à-dire temps de transport, c'est temps où on part vraiment travailler, au moment où on part de la maison et au moment où on le revient. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est combien de temps on serait prêt, enfin pour combien on passerait 1 heure devant le téléphone à rien faire, à écouter quelqu'un parler, pour gagner un bon d'achat. Tu vois, par exemple, est-ce que pour perdre 1 heure, littéralement perdre 1 heure assis dans ta chaise devant le téléphone, est-ce qu'il te faudrait 200, 300, 400, 600 balles? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Combien on estime son taux horaire pour faire une tâche répétitive, comme par exemple passer des heures à repasser, pour combien l'heure on le ferait? Et il y a un quatrième truc, et en gros, il fait la moyenne des 4 et ça donne un taux horaire. C'est évalué, mais c'est une méthode que je trouvais intéressante pour évaluer comment estimer la valeur de son temps, quoi. La valeur de son temps, mais c'est pour ça, voilà, c'est les premières bases, c'est ça, c'est estimer la valeur de son temps. Vous estimez votre temps, combien vaut votre temps, et par rapport à ça, vous pouvez savoir si vous allez déléguer ou pas la tâche. Mais voilà, c'est des choses qu'on apprend et qu'on prend en compte une fois qu'on a un peu plus d'expérience. Au début, quand vous lancez, vous n'allez pas penser à ce genre de choses, pardon. Mais voilà, petit à petit, vous déléguez, petit à petit, vous êtes entouré de personnes. Tu as un avocat, tu as un comptable, tu as un maître d'œuvre, tu as un assistant, tu as tout ce genre de personnes autour de toi qui sont là pour t'aider et qui sont là pour te faire avancer dans le bon chemin. Mais ce genre de choses-là qu'on vous énumère et qu'on vous explique, moi, je sais que dans la société où j'étais, j'avais beaucoup de formations sur le développement personnel. Moi, ça m'a toujours plu, le développement personnel, et c'est des choses qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent d'être plus efficace et plus efficient au travail. Donc, il y a des formations, il y a beaucoup de formations sur la gestion du temps, sur la gestion des priorités, sur l'art de déléguer, sur le management transversal, ce genre de choses. C'est toujours intéressant et important de faire ce genre de formation. Ça va vous apporter beaucoup de choses dans votre on va dire dans votre quotidien, dans votre façon de penser et votre façon de travailler et votre façon de réagir. Donc, n'hésitez pas à faire des formations, à lire des livres, à écouter des podcasts sur le développement personnel. Il n'y a pas que comment calculer la rentabilité en fait dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Les gens, ils croient que c'est bon, tu es content, tu as bouffé tous les livres sur la fiscalité, sur la rentabilité, sur comment calculer une marge, mais par contre, tu sais pas comment aborder une personne. Voilà, dans le développement personnel, il y a aussi ça, comment aborder une personne, comment négocier un bien, comment avoir du bon relationnel. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important de savoir faire tout ça et d'avoir un développement personnel au maximum que à savoir par cœur tout sur la fiscalité en fait. C'est vraiment les gens, ils veulent tout apprendre par cœur, mais ils ont aucun contact humain, aucun Surtout relationnel. En que fait. s'en branle un peu, parce qu'il y a des fiscalistes pour ça. Exactement. C'est bien d'avoir des bases. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil quand on n'est pas fiscaliste. Voilà, on est investisseur ou entrepreneur. Donc on a des bases dans l'investissement. On connaît très bien, mais il y a plein de détails qu'on va pas connaître. Mais regarde, à chaque fois que tu fais un rendez-vous avec ton fiscaliste, là, je sais pas, depuis qu'on se connaît, t'as dû en faire 5 ou 6, et à chaque fois tu me dis putain, c'est ouf, j'ai encore appris trop de trucs, quoi. Alors que dès le début, un mec un peu prétentieux pourrait se dire bah ça y est, je connais tout, tranquille, tu vois, j'ai pas besoin d'un fiscaliste. Et non, pourtant on est dedans tous les jours, on regarde, ça nous intéresse, enfin c'est une passion en plus, tu vois. Et non, on apprend quand même des choses avec les pros. Bah oui, clairement, c'est leur cœur d'activité, il fait que ça. Le fiscaliste en immobilier, bah, il se lève le matin jusqu'à la fin de la journée, il fait de la fiscalité immobilière toute la semaine, tous les jours, toute l'année. Donc le gars, il est calé à 100%. Nous, on en fait de temps en temps, on aborde des sujets parce qu'on va créer des sociétés, on va optimiser notre patrimoine, etc. Mais voilà, mais dès qu'il faut rentrer vraiment dans le cœur du sujet, le cœur d'activité, on va faire un rendez-vous avec un fiscaliste qui va nous optimiser au maximum, et lui qui connaît par cœur son sujet, clairement. C'est la gestion de projet, c'est exactement ce qu'on essaie. Et en plus, il y a un deuxième intérêt à déléguer les tâches. Enfin, après, je sais que moi, je suis très fait comme ça. J'aime beaucoup la nouveauté.
Mm. Donc je vais être dessus à fond 2-3 semaines, un mois, et puis après ça va me casser les couilles, mais comme jamais. Comme par exemple, il y en a 2 ou 3 que je citerai pas, mais genre Benjamin et Yann qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu prends une conciergerie? Tu perds de l'argent». Je Ouais. suis entièrement d'accord avec eux. Parce qu'on peut gérer une femme de ménage et autres, on peut répondre aux clients. Mais je me connais, je sais que ça va m'amuser 2 semaines et que très vite, ça va me faire chier de recevoir des messages des clients. Je vais être en train de regarder une série ou en train de m'entraîner, je me dirai: «Bon, bah, je répondrai plus tard», et comme je fais souvent quand je me dis: «Je répondrai plus tard», c'était Tu réponds jamais. tu lis le message, tu laisses de côté, tu fais autre chose et puis 3 semaines après, tu as toujours pas répondu. Ouais. Et bon, quand on est en train de se parler avec des potes, c'est pas très grave parce que, voilà. Mais quand on est, par exemple, en train de gérer des clients, ça peut vite être dramatique puisque la qualité de ce que moi je serais capable de fournir se dégraderait avec le temps. J'en suis conscient, Bien sûr. et Bien une sûr. fois que, ça veut dire, c'est pas grave, hein, si vous êtes pareil, il y a pas de souci. Il faut juste en être conscient et accepter que, bah, ça vaut peut-être le coup de payer une conciergerie à 25 par mois, plutôt que de risquer d'avoir un mauvais chiffre d'affaires ou d'en avoir marre et d'avoir une charge mentale en plus. Là, j'ai 3 logements qui tournent au Mans, au Airbnb. Je n'en entends juste pas parler. Elles me disent, «C'est formidable» quand je les appelle. De temps en temps, j'ai une question et autres, mais j'en entends pas parler, c'est génial et j'ai une chose de moins à faire, quoi. Mais parce que c'est ce qu'on disait, de gérer les appartements, c'est le métier d'une conciergerie. Nous, on n'est pas des conciergeries. Quand tu vas créer ta conciergerie, peut-être que voilà, tu vas créer ta conciergerie un jour, tu vas te mettre à fond dedans. Moi, je sais que c'est un des objectifs que je pourrais éventuellement avoir un jour, j'y pense en tout cas. Mais là, à l'instant T, j'ai pas le temps, j'ai pas le moment, c'est pas le moment de créer ma conciergerie. Mais si tu fais ce genre de choses, ça veut dire que tu es chef d'entreprise d'une conciergerie. Donc ça veut dire que tu dois, en plus de tout ce que tu fais déjà, ben, tu dois gérer une conciergerie. Donc c'est vraiment deux activités complètement différentes. Ouais. Pour ça que moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le jour où je vais créer ma conciergerie, je serai à fond dedans. C'est parce que je vais mettre un petit frein sur l'investissement immobilier. Je serai à fond dans la conciergerie, ok. Mais faire les deux en même temps, je ne peux pas. Je ne sais pas faire. Donc, je préfère payer une conciergerie entre 20 et 25% qui va me libérer la tête et qui va me libérer du temps pour faire de l'investissement immobilier, plutôt que faire les deux en même temps. Mais les deux mal, en fait. Donc, tu fais les deux en même temps, tu fais les deux en parallèle, tu avances, mais tu avances tout doucement et très peu. Donc, c'est. Voilà. Ouais, Donc, c'est c'est ça. c'est- Et il faut vraiment avoir confiance enfin confiance, conscience de ses qualités et de ses défauts. Et d'ailleurs, pour ça, tu l'as pas rencontré, c'est dommage. Il y a Julien, le préparateur mental, qui devait être au training camp, Mais qui si, je l'ai moi rencontré. ah mais si, tu l'as vu, Ah on a non, été voir, Ragnar, marbrer des gens le soir. c'était Putain, très intelligent. j'ai rêvé ou il fait un nouveau spectacle d'ailleurs? Je suis en train de me demander si c'était un rêve ou s'il prépare un nouveau spectacle, je sais plus trop. Personnellement, j'irai pas, mais Heu, je vais voir Artus d'ailleurs. Petit aparté, je vais cool. voir Artus l'année prochaine. Ouais. Et tout ça pour dire, je reviens à Julien. Bah, du coup, tu pas eu trop le temps d'échanger avec lui. Il faut qu'on le fasse venir. Il est délire. En plus, il a plein de choses à apporter. Et moi, j'ai eu des moments où, enfin, c'est pas facile tous les jours en ce moment. Toi, tu sais pourquoi, et cetera, quoi. Et au début de cette situation un peu compliquée, je l'ai appelé en lui disant: «Écoute, Julien, mentalement, ça va pas. En plus, je me suis fait découper sur un WOD de qualif et en fait, ça m'a pété le moral complètement». Donc, je l'ai appelé en lui disant: «Voilà, prépa mentale». Je lui ai dit cash, hein. Je lui ai dit: «Bon, bah, moi, j'ai pas besoin de ça, mais on va voir, tu sais, est-ce qu'on peut se voir, quoi?» Et putain, en fait, je te jure, il m'a sorti une analyse de moi et je me suis dit: «Mais ah ouais, non, mais en fait, il a tellement raison», et Mmh. ça m'a fait vachement bien d'en parler avec lui. Et que ce soit lui ou un autre, hein, il y en a plein, en fait, ça fait un peu office de psychologue parce que tu parles avec lui, il t'analyse et c'était vachement intéressant, et il m'a ouvert les yeux sur certaines de mes qualités et surtout, beaucoup de mes défauts où je me suis dit: «Mais ouais, en fait, il a raison, il faut juste que j'accepte que je suis comme ça et que du coup, j'agisse, en conséquence». Donc par exemple, je sais que, la nouveauté, ça m'éclate, donc gérer les clients en 2 semaines, ça va m'amuser, mais qu'au bout d'un moment, ça va se dégrader et Bien que, sûr. je vais me mettre dans la merde en voulant économiser 25%. Je vais finir par, ça va finir par me coûter plus cher parce qu'au fur et à mesure du temps, ça va se dégrader. Et c'est hyper intéressant comme truc. Alors, je vous dis pas d'aller voir un prépa mental, absolument. En tout cas, si vous voulez voir Julien à Nantes, vous pouvez essayer de le contacter. Vous me demandez. Il est overbooké, mais je sais qu'il peut voir du monde. Et il a fait le coaching, il a coaché coaching mental d'un très gros formateur immobilier d'ailleurs, pour information. Ouais. Et Ouais, ouais, il connaît un peu le milieu et il fait du coaching, il prépare plusieurs équipes olympiques. C'est pour ça qu'il est un peu dur à voir là jusqu'en 2024, même pour nous. Bah, il devait être là au training camp, il a pas pu malheureusement. Et quand on essaie de le voir, c'est un peu compliqué. Mais ouais, en fait, c'est ouf ce que ça m'a apporté sur ma connaissance de moi-même. ouais. Ouais. En fait, il
il arrive à te ressortir des choses que toi, tu ne connais pas et de ressortir des choses positives que toi, tu pensais peut-être négatives. Et du coup, ça te change complètement la vision que tu avais de toi-même, en fait. Donc, tu sors de là, je pense que... Après, personnellement, j'ai jamais assisté à ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre parmi les coachs mentaux, en fait. Bah, c'est leur but, hein, c'est pour ça que tous les sportifs de haut niveau, ils ont un coach mental, parce qu'ils sont là pour les remonter et les remotiver. Ouais, c'est vrai que, ouais, à l'occasion, moi, il faudrait que... On a un peu échangé, vaguement, on a un peu changé par rapport on n'a pas eu le temps de se voir. On s'est vu vite fait pour une bière avant et après le spectacle, mais c'était un peu court, quoi. C'était un peu court, mais ouais, carrément. Moi, à l'occasion, franchement, ça m'intéresse. En plus, surtout que ça m'intéresse beaucoup, cette partie-là. Et ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas été là parce que sur le WOD de nu, ça aurait été autre chose. Hein. T'aurais été nager au fond de la rivière, chercher la foi, tu vois, sous l'eau et tout. Ça aurait été drôle. Mais ouais, non, c'était ouf. Et alors pourtant, moi, j'ai été le premier à me dire, ouais, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Alors, je suis très ouvert à psychothérapie et tout, parce que mes parents se sont rencontrés en psychothérapie, donc forcément, tu t'en entends parler depuis que t'es gamin. Mais quand même, je me disais, ouais, je suis au-dessus de ça, tu vois. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte que le mental, il a un impact énorme sur toi, en fait. En fait, à partir du moment où le mental, il est bien et il te dit que tu peux y arriver, bah, tu y arriveras, en fait, tout simplement. C'est ton cerveau qui prend le dessus, en fait, par-dessus ça. Donc, ça, c'est un impact très valorisant. Ouais. Mais ouais, à voir. Et peut-être que si on arrive à trouver un petit créneau avec lui, peut-être qu'on l'invitera sur un de nos podcasts. Il serait très content, je pense. Mais le problème, c'est de l'avoir. C'est ça. Il faut l'avoir. Le problème, c'est de l'avoir. Déjà, au téléphone, c'est compliqué. Mais ceci dit, il est en vacances la semaine prochaine en famille. Il peut peut-être nous sacrifier une heure. Non, pourquoi pas, on verra. Je pense pas. Là, il m'a dit qu'il allait couper son téléphone. Ah oui, ok. Donc voilà, on vous parlera d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur le développement personnel. Il y a des fois quelques podcasts où on parlera un peu de ces sujets-là. Aujourd'hui, c'était vraiment sur la partie délégation, la partie savoir déléguer et comment déléguer. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter des podcasts et lire des livres sur ce genre de choses, sur l'art de déléguer et comment déléguer. C'est hyper intéressant et hyper important pour votre quotidien, pour vraiment votre vie en général. Bah ouais, c'est cool. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, sur la partie délégation. J'espère que ce nouveau sujet vous aura plu, que le son sera bon. Je pense qu'il sera pas mal. Le son, en tout cas, moi, je t'entends divinement bien, c'est très agréable. Ah, c'est quand même mieux, parce que franchement, les derniers podcasts, moi, à chaque fois que je voulais écouter, je m'entendais pas. C'était sacrément agaçant. Ouais. Et là, je pense que ça sera mieux. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour d'une part sur le son et nous dire si ce sujet vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse d'autres sujets dans ce style sur le développement personnel, à commenter, à vous abonner et à partager au maximum. Et si, petite info, pareil, t'es pas au courant, mais c'est le podcast des surprises, il est très probable que... Attends, je prends mon agenda. Il est où? Que jeudi, dans 15 jours, je fasse un apéro IMO à la maison. Ah ouais? Jeudi 20 avec les gars de Rantimo. Je voulais faire un truc dans l'été et quand Roxane était pas là pendant 15 jours. Bon, évidemment, je m'y suis. T'imagines bien que je me suis pris un peu trop tard. Du coup, il est fortement probable que je fasse un apéro IMO jeudi 20 à la maison, en mode on boit des coups, on est dehors, profite du soleil, on va croiser les doigts. J'avais pour idée de proposer à ceux qui veulent venir avant une petite séance de sport, s'il y en a que ça amuse, de venir voir qu'on ne fait pas que de l'immobilier. Voilà, il y a des chances que je fasse ça à la maison, c'est à Missillac, c'est loin de tout, mais c'est sympa quand même. C'est sympa, vous allez voir, le lieu est super. Vous pouvez faire plein de choses sur place, c'est énorme. Donc ce sera confirmé sur les réseaux bientôt, et je fais ça avec les gars de Rantimo à Nantes qui en organisent souvent, Amaury, j'allais dire Simon, n'importe quoi, Amaury, Vincent et Benjamin, que j'ai pas vu depuis un moment. Voilà, il y a des chances que ça sorte sur les réseaux bientôt. Ok, n'hésitez pas à contacter Mathieu si ça vous intéresse de participer. Toute personne sera le bienvenu. Exactement. Et si vous êtes encore là dans ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des likes, des commentaires et surtout à le partager à vos proches ou à suggérer à des gens de l'écouter. On va vous dire, on est de plus en plus nombreux, ce qui n'est pas spécialement vrai. Les écoutes sont en lente progression, mais vu qu'on a eu un trou de 4 semaines, ça ne nous aide pas. Mais si vous partagez, de temps en temps, on a des questions, si ça a des questions sur Insta de quelqu'un qui dit « Ah, il y a machin qui m'a dit d'écouter ton podcast, je trouvais ça super cool. » Enfin, votre podcast. Si vous le partagez, ça nous aide vraiment énormément. Donc, n'hésitez pas à le faire. Yes, n'hésitez pas et faites-nous vos retours là-dessus. Super, merci à vous. Bonne journée. Bisous à tous, bientôt. Salut. Ciao, ciao.